pour vous présenter notre prochain conférencier, le professeur Ménissier. Vous l'avez compris, en fait, on s'est focalisé sur 2 conférences inaugurales. La première, aspect historique, technique, et la seconde, les aspects éthiques qui vont vous être présentés là. Et on s'arrêtera là pour les conférences avec celle de cet après-midi un peu plus opératoire. Voilà, je vous laisse la parole et je vous remercie. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai fort à faire après le bel exposé précédent. Alors, l'intérêt pour moi, l'avantage, c'est que ce n'est pas du tout sur les mêmes bases que nous allons partir. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous expliquer pourquoi on m'a invité et pourquoi, du coup, je suis autorisé à parler. C'est quand même quelque chose. Et vous allez voir, cela, sans transition, va me permettre d'établir un diagnostic de la situation. Ensuite, de traiter le sujet exigeant que vous voyez, qui est mon titre, qui me donne envie de revenir et de creuser. Hein. Et enfin, j'évoquerai, parce que vous allez voir que la situation elle est très grave et que nous le voulions ou non, nous sommes en grand péril, vous et moi. Et quelques pistes de solutions qui, au fond du couloir obscur, font entrevoir la lumière, à la condition du moins d'avoir beaucoup de courage. Ça va toujours? Alors, moi je suis le responsable scientifique d'une chaire d'un institut pluridisciplinaire d'intelligence artificielle qui s'intitule, son nom c'est MIAI. En fait, la chaire s'appelle Éthique et Intelligence Artificielle. Vous voyez le logo au milieu, logo que je trouve magnifique, un de nos doctorants a réalisé. Il évoque une esthétique à la Goldorak qui m'est très sensible. Et voilà, donc cet institut MIAI, il est lié, comme 3 autres instituts, dans la phase actuelle de financement qui s'achève, à ce qui s'est passé à l'issue d'un événement important, qui est le rapport écrit par Cédric Villani, qui était alors député, et il ne l'est plus depuis, et qui est toujours mathématicien de très haut niveau, à la demande directe, je crois, du président de la République, Emmanuel Macron. Donc le rapport... alors j'ai truffé mon PowerPoint de liens interactifs et je souhaite vivement qu'il vous soit transmis pour aller plus loin, vous verrez, dans la mesure où il y a beaucoup de choses à savoir, à apprendre, à travailler. Voilà, donc utilisons cette technique-là pour aller plus loin. Le rapport Villani est très intéressant et vous voyez son titre, « Donner un sens à l'intelligence artificielle », à mon avis, manifeste l'humour un peu vache d'un mathématicien à l'égard des mathématiciens informaticiens. Ça, c'est ces deux... Au CNU, l'ambiance, elle est lourde, entre les fondamentaux et les appliqués. Hein. Alors, du coup, en effet, parce que s'il faut donner un sens à l'IA, c'est que... Ben, on n'a pas. Donc, il s'agissait de prendre acte du retard français en matière de développement de l'IA par rapport aux majors du secteur, à savoir rien moins que les USA et la Chine. Donc l'idée était de faire un rapport, comme toujours dans ce grand système de financement public, de méga financement public, qui justifie l'argent qui allait être fléché pour cette grande cause nationale. Par exemple, il y a une autre grande cause nationale du point de vue scientifique et technologique, qui est le quantique. Et le rapport pour le quantique de la députée Paola Fortezza, qui elle-même n'est plus députée, comme quoi ça porte malheur d'écrire ce genre de rapport, avec des scientifiques, Paola Fortezza a proposé un rapport très intéressant aussi, il faut le lire, hein, pour voir, en fait c'est une question de démocratie, c'est un mot qu'on va beaucoup utiliser, la démocratie, où va l'argent public quand même. Et le rapport sur le quantique, c'est quantique, ce virage que la France ne peut pas manquer. Enfin, c'est beaucoup plus direct, hein, vous voyez. Donc, mais c'est toujours la même logique, et donc l'argent a été débloqué pour financer 4 centres qui eux-mêmes fonctionnent avec ce qu'on appelle des chaires, terme assez mal défini, qui, dans mon cas, on va voir implique un travail collectif pluridisciplinaire sur l'éthique et la politique de l'intelligence artificielle.
Alors, il s'agissait bien, avec un mot quand même, il s'agissait bien pas de faire de l'éthique, hein, même si la 5e partie du rapport Villani est très intéressante d'ailleurs, vous pourrez la lire, sur ce sujet, très bien faite, très intelligente. Il s'agissait quand même de concevoir de l'IA, du laboratoire au marché. Donc, dans une perspective, vous voyez, de valorisation, d'innovation et de valorisation. Alors, là-dessus, moi, je venais d'un tout autre secteur, c'est que je suis un philosophe, disons, classique, qui a été formé par un auteur qui est Nicolas Machiavel, dont je suis devenu un spécialiste reconnu nationalement et internationalement, avec beaucoup de travaux, vous savez, dans le conservatoire qu'est l'université. On devient un hyper spécialiste. Et progressivement, mais peut-être était-ce parce que j'ai fait ma thèse à l'EHESS de manière pluridisciplinaire, avec philosophie, bien entendu, je suis agrégé de philosophie, histoire et sciences politiques, ça a déteint. Et vous voyez, j'ai fait mon habilitation plutôt en sciences politiques sur la question de la transformation de la République. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une République aujourd'hui? Et du coup, j'ai aussi travaillé sur la corruption civique en matière d'éthique publique. En fait, exactement les thèmes qui étaient ceux de Machiavel. Là, j'ai commencé à me dire que je suis une sorte de réincarnation de Machiavel. Bon, puis voilà, parce que j'écrivais des choses qui n'avaient pas Machiavel dedans, il n'y avait pas son nom, et les collègues me disaient « Waouh, c'est super machiavélien ». Donc ça commençait à m'irriter. Et j'ai assumé ça quand je me suis intéressé à autre chose, mais ce n'était pas vraiment autre chose. Ma thèse portait sur la rupture des temps, ce que Machiavel appelle la mutazione dei tempi, et la qualità dei tempi, c'est-à-dire le fait que les temps changent brutalement. Et lui, il avait eu un problème d'épistémologie avant d'avoir un problème de pensée politique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour concevoir et agir quand quelque chose a profondément changé. C'est le fameux couple de la fortuna et de la virtu. Donc c'est devenu finalement mon leitmotiv quand je me suis intéressé aux innovations. Et les collègues philosophes me disaient « Mais Thierry, quelqu'un m'a dit, l'innovation, c'est quelle section au CNU ?» Je dis « Mais je suis en philo, moi. » Je dis « Ah ouais. » Bon, du coup, je suis allé courageusement, tel un philosophe d'astreinte, puisque je suis, sur ces questions d'innovation. Et voilà, j'ai reformulé ma problématique. Vous voyez, mon sujet, c'est comment les sociétés contemporaines accueillent les technologies qui transforment notamment les organisations pour redonner un sens au progrès. Je soutiens notamment que l'innovation est un concept violemment post-progressiste et qu'on se moque de nous quand on nous fait croire que les puissantes compagnies et les non moins puissants États qui nourrissent la croissance avec des valorisations technologiques œuvrent au progrès. Non, elles œuvrent à l'innovation. Et je soutiens que l'innovation est un paradigme, une vision du monde, comme l'était le progrès autrefois. Comment faire pour renouer avec l'idée de progrès? Et dans ce contexte, hein, j'ai accepté, au bénéfice de plusieurs malentendus, n'étant ni informaticien ni éthicien, mais philosophe politique de l'innovation, j'ai accepté de proposer un sujet, un projet qui est très long, vous voyez, dans le cadre de l'Institut pluridisciplinaire d'IA MIAI, et en prenant le parti d'un travail pluridisciplinaire, conformément à ma conviction que ce type de méga phénomène, qui implique des transformations socio-techniques de fond, ne peut pas être traité uniquement par la philosophie. Ce n'est pas possible. Il faut avec humilité accepter ce que les sciences de l'information et de la communication, l'informatique, la robotique et tous les savoirs des sciences humaines et sociales peuvent apporter pour espérer avoir une réflexion de type éthique. Voilà, donc ça a donné un projet très long avec un gros volume d'activités. Voilà, donc l'Institut MIAI, ça a été 22 millions à dépenser sur 5 ans. Le financement suivant est accepté, MIAI Cluster, financement de niveau mondial. J'ose à peine vous dire de quoi il retourne. 70 millions à dépenser sur 5 ans. En embarquant les sciences humaines et sociales. Donc il importe, le philosophe d'astreinte vous le dit, il importe de rompre avec la posture humanistique que je critique depuis le début de ma carrière, à savoir, les humanités dans les pays méditerranéens sont coupées des savoirs scientifiques et technologiques. Ce qui n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons. Sans doute est-ce le fait de l'influence de la Royal Society dès le XVIIe siècle. Donc toute la littérature, évidemment, est massivement en anglais. Les meilleurs philosophes s'expriment sur l'IA en anglais, tandis qu'en France, on a plus de mal, et votre serviteur apparaît comme je sais pas, un Nolibrius, alors que, franchement, je ne vois pas pour quelle raison on pourrait ne pas s'intéresser à cette transformation majeure,
Et pour quelles raisons on devrait ne pas accepter des financements dans un institut public de recherche sur ces questions qui peuvent engager des réflexions critiques. Donc je dis ça parce que je dirige de nombreuses thèses qui sont toutes financées sur ces sujets. Donc il n'y a pas à se dire non mais je veux garder ma posture critique et donc je ne vais pas aller demander des financements de thèse. Par exemple, vous voyez, de manière très pragmatique, dans mon action en tant que responsable, par exemple de l'école doctorale de philo, c'est le cas en ce moment, à Grenoble. Alors nos hypothèses de recherche étaient 5, elles ont été validées. La première est que intelligence artificielle constitue une métaphore confuse. Cette métaphore confuse, elle concerne évidemment la sémantique, le fait de parler de l'IA. On va voir, ça configure un horizon d'attente. Mais tout à l'heure, vous avez remarqué que mon collègue, il tutoyait le système d'algorithmes. Le fait de tutoyer, ça m'a frappé, je suis frappé. Donc, le fait de tutoyer un système d'algorithmes est intéressant. Ça relève aussi d'une manière de faire qui concerne nos comportements à l'égard de l'intelligence artificielle, vis-à-vis de laquelle notre niveau d'attente sociale, sociétale, économique et financier est extrêmement élevé. Voilà. En regard de quoi, les choses ne sont pas simples, puisque le rapport entre l'humain et la machine, typique de la modernité, est particulièrement bizarre. Nous demandons aux outils technologiques, quels qu'elles soient, des performances et des compétences qui nous mettent en rivalité avec elles. Depuis le début de la modernité, un imaginaire complet constitue l'arrière-fond de cette manière d'être. Peut-être avez-vous, je n'ose le penser, mais moi-même, j'ai des enfants, je l'observe, avez-vous des relations affectives avec votre téléphone portable? Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Peut-être. Peut-être avez-vous des relations affectives avec d'autres instruments techniques comme l'automobile, par exemple. Voilà, il y a des relations humain-machine qui sont bizarrement configurées. Il y a une sorte d'ambiguïté. Alors, face à cette attitude assez habituelle et à ces confusions, rien moins qu'une nouvelle philosophie des techniques est nécessaire. Nous ne disposons pas de la philosophie des techniques qui va avec nos usages technologiques. Tout simplement, si je vais pas faire on m'a dit tout à l'heure, vous étiez plutôt d'origine sciences humaines et sociales, donc j'ai un peu peur de la réponse, mais certains et certaines d'entre vous sauraient réparer une automobile à moteur thermique, mais n'ont jamais imaginé ouvrir, et on leur défend bien, les grandes compagnies leur défendent bien d'ailleurs, jamais imaginé ouvrir et comprendre comment fonctionne leur smartphone. Voilà, c'est-à-dire que quand je dis philosophie des techniques nécessaires, c'est que la plupart des gens ont des connaissances techniques qui se limitent au monde, disons, électrique, électronique, mais pas encore algorithmique ni numérique. Et je ne parle même pas des conditions socio-environnementales de production des terminaux, où on est dans le flou le plus total. Et ceux-là même qui, là je parle de mes enfants encore, hein, ceux-là même qui prétendent être les plus écologistes ont des attitudes assez curieuses vis-à-vis de leurs outils qu'ils veulent changer régulièrement. Par exemple, voilà, donc on va venir, vous avez sur déjà un type de problème qui va se poser massivement du point de vue démocratique à partir de ce genre de bizarreries. Et enfin, problème, mais j'avais dit moi quand j'ai candidaté pour l'Institut d'IA, mais prenez donc un juriste pour faire de l'éthique de l'IA. Ça sera moins pénible pour vous. On dit non, on veut un philosophe ou une philosophe. Il dit bah voilà, le problème c'est que la notion d'éthique de l'IA est totalement floue. Alors, je ne vais pas insister là-dessus, je vous le dis tout de suite. Mais un de mes articles les plus complets là-dessus, je ne le mentionne pas, s'appelle Les 4 éthiques de l'intelligence artificielle. Il m'a coûté 2 ans et demi de travail, celui-là, pour essayer de comprendre ce que veut dire la notion d'éthique de l'IA. Mais comme je n'ai pas focalisé mon intervention sur ce sujet-là, je ne vais pas en parler. Mais vous voyez, œuvrer à ce que signifie, ou peut signifier, ou doit signifier la notion d'éthique de l'IA, rien que ça est véritablement était un véritable défi scientifique auquel, en tout cas personnellement, j'ai fait face. Alors, la plupart du temps, en tant que philosophe d'astreinte, je me laisse inviter. Et la preuve, et ce que je propose, c'est assez inconfortable parce que je ne suis pas spécialiste, hein, c'est que la personne, le groupe qui m'invite, propose un titre et un visuel. Je dis, allez-y, proposez. Et alors, souvent, ça tombe sur, vous voyez, la notion de défi éthique.
Alors c'était à l'école, la grande école d'ingénieurs Purpan, à l'école nationale de l'agronomie. Vous voyez, c'est comme vous êtes une autre grande école nationale. Et à Purpan, on m'a l'IA, le défi éthique. Un vendredi après-midi, c'était pas facile. Hein, comme face à des élèves ingénieurs, c'était pas facile. Et on m'a proposé cette magnifique représentation. Alors en fait, c'est une représentation qui interroge, parce que je n'ai eu de cesse de dire, mais attendez, mais c'est ça pour vous le défi éthique de l'IA? Mais c'est pas du tout ça, le défi éthique de l'IA. Alors dans la version animée du PowerPoint, là on a tous passé en PDF pour aller plus vite, on y va doucement, puis à un moment donné, OpenIA arrive en sautant. Et parce qu'en fait, bon, cette représentation qui interroge pose problème, c'est que c'est totalement illusoire de dire que le défi éthique, c'est des robots qui pensent. C'est pas ça le sujet. N'empêche qu'avec OpenIA, je suis d'accord avec toi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que même chez les informaticiens, tout le monde a été surpris quand même. Et ça, moi j'ai vu dans les labos grenoblois, très très puissants, comment ça reconfigurait les rapports de force. Parce que les gens, finalement, disaient, mais vous nous avez fait ça dans le dos, mais comment ça? Personne n'avait vu venir. Les gens qui étaient spécialistes en traitement du langage sont apparus tout d'un coup comme très importants, alors que ce n'est pas une catégorie si valorisée que ça, dans un premier temps, parmi les informaticiens. Alors, du coup, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le défi éthique, vous voyez, en effet, se pose à nous, notamment du fait de ce dont a parlé mon collègue, en ce sens que très vite, il a été aperçu que les modèles de langage donc sur lesquels se fonde ce qu'on appelle l'IA générative pouvaient susciter chez les meilleurs auteurs, par exemple le linguiste et philosophe Noam Chomsky, excusez du peu, un auteur de niveau mondial, a pu écrire avec deux autres collègues que ça représentait une nouvelle forme de banalité du mal, donc vous voyez, dans le New York Times. Alors, sur le coup, moi j'ai dit, mais enfin, Noam, arrête quoi. Et en fait, des collègues m'ont dit, je pense à Didier Schwab, que tu dois connaître, m'a dit, mais non Thierry, attends, il y a vraiment un truc quand même. Hein. Et pourquoi nouvelle forme de banalité du mal? Alors je vous rappelle, la banalité du mal, concept d'Hannah Arendt, qu'elle produit dans les années 60, c'est massif, hein, à propos du procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem, lequel est un haut fonctionnaire, certes encarté au parti nazi, mais qui n'est pas un dignitaire du parti, qui est simplement, si j'ose dire, le régulateur du chemin de fer sous le Reich allemand, et qui prétend, lors de son procès, ne pas être responsable, parce qu'il ne savait pas ce qu'il y avait dans les trains. La banalité du mal, bien entendu, ne ramène pas, c'est un concept de théorie morale extrêmement lourd, ne ramène pas le mal commis à quelque chose de banal. Il veut dire simplement que l'attitude, ce concept veut dire que l'attitude mentale de Eichmann, selon Arendt, confine à une attitude banale. En gros, nous sommes toutes et tous des Adolf Eichmann potentiels, dès lors qu'il y a un système qui nous permet de l'être. Donc c'est sur le fond de l'indifférence que la monstruosité humaine apparaît, sur le fond de la paresse. Et Chomsky et ses deux co-auteurs expriment que le fait que dans les conditions de stress des sociétés optimisées, eh bien, nous allons recourir, on va nous enjoindre de recourir de manière très très forte à ces algorithmes dont nous allons être les victimes complices. Et là, donc, je m'étais dit, finalement, ce robot qui pense, si on met à la place OpenIA, il y a un peu quelque chose qui est inquiétant. Voilà. Alors, du coup, mon collègue l'a dit, de quoi parle-t-on? De toute façon, il faut quand même toujours le dire, avec ces notions de progrès de l'intelligence artificielle. Donc, trois points, moi, qui constituent l'arrière-fond de cette réflexion. Dans la continuité de la révolution numérique, l'augmentation massive du volume de données. Ensuite, évidemment, le machine learning, qui est évidemment la vague principale, qui notamment dispose à un effet black box, un effet boîte noire, du fait que assez souvent, on est surpris du résultat. Donc moi, j'interviens beaucoup devant, par exemple, des spécialités médicales qui me demandent beaucoup aujourd'hui, en cancérologie, en radiologie, en oncologie. Que faire, puisque notre responsabilité de médecin est engagée alors que des systèmes d'algorithmes auto-apprenants trouvent des résultats que nous ne pouvons pas trouver, nous, les meilleurs professeurs de médecine. Et je vous assure que là, il y a une très très forte inquiétude. Vous comprenez pourquoi il y a une inquiétude? Vous allez me dire, parce qu'il y a la vie et la mort en jeu. Oui, mais il y a aussi les assurances.
Voilà, le troisième terme, c'est l'assurance. Donc les médecins sont vraiment mal sur la question de la responsabilité de l'autorité. Et puis, la dernière vague, évidemment, ce sont ces modèles de langage qui nous perturbent bien au-delà de l'expertise médicale et de la capacité à prédire. Mais dans une société de l'information et de la communication dont les contours sont vraiment flous. Et l'inquiétude là, par exemple, c'est celle, je m'approche de votre sujet, de cette invitation qui m'a été faite récemment par une association nationale de, comment ça s'appelle, les spécialistes des CIO, les orientateurs et orientatrices. Vous savez, les conseillers d'orientation. Les conseillers d'orientation. Bah, mine de rien, ils voient arriver des jeunes avec leur fétiche magique préféré, c'est-à-dire leur smartphone, qui disent, voilà, en montrant le smartphone à la CIO, écoutez, mon chat GPT, en montrant le smartphone, c'est quand même deux choses très différentes, mon chat GPT m'a dit que j'étais fait pour être médecin. Alors les CIO disent, attendez, on va faire des tests, ils font bien le travail, quoi. Et les personnes des CIO disent, mais ils ne nous croient plus. Donc, ça relève du troisième point et de cette influence extrêmement forte des IA qui implique un certain nombre de considérations éthico-politiques. Alors, du coup, vous voyez, la situation est complexe. Vous voyez qu'il y a beaucoup de références et mon but, c'est de vous faire lire un peu. Hein. Donc, mais je vais vous mâcher le travail, les profs, ça sert un peu à ça. Donc, juste une remarque, la littérature en français commence à devenir abondante. Je l'ai vu apparaître en 5 ans, véritablement, il n'y avait rien. Et puis là, maintenant, il y a quelques bons livres. Il y a aussi beaucoup de mauvais livres. Donc, notre expertise dans la chaire éthique et IA, elle est collective, donc c'est de faire des séminaires sur les livres pour essayer de dire pourquoi ce livre est intéressant. Donc, par principe, on ne parle pas des livres qui sont mauvais. C'est toujours comme ça dans l'académie. Hein. Voilà. C'est le silence qui vaut condamnation. Il y a des cas très rares où c'est justement le livre est tellement exceptionnel qu'on n'en parle pas non plus. Donc, il faut faire attention. Hein. L'esprit critique, c'est toujours quelque chose de mobile. Alors, vous voyez donc de la gauche vers la droite, sur cette image, vous avez plusieurs auteurs très bons. Daniel Handler, très très connu, hein, quand même, académicien, qui est mathématicien, logicien et philosophe, hein, vraiment un auteur, un collègue exceptionnel, qui, dans ce livre au titre vraiment très, très, très prometteur et très intéressant, Intelligence artificielle, intelligence naturelle, la double énigme, nous donne, avec son point de vue qui est assez technique et très, très bon philosophe, une histoire, nous livre une histoire de l'IA et montre qu'il y a une fascination véritablement légitime pour ces systèmes, tout confondu. Il ne parle pas tellement des LLM, mais de l'apprentissage machine, en tout cas, il en parle beaucoup. Et vous voyez qu'on n'est pas pour autant dans le genre que je condamne, le genre apocalyptique. Le genre apocalyptique en sciences humaines et sociales sur l'IA, c'est les ouvrages qu'on trouve dans les gares, en fait. Hein. Donc attention, ça se vend beaucoup, hein, mais surtout évitez. Franchement, ça ne sert à rien. Et puis, la situation devient grave jusqu'à être totalement désespérée, avec des auteurs qui disent non mais il y a quand même un problème, notamment Alexei Greenbaum, mon cher collègue du CEA, qui lui-même est physicien quantique, vous vous rendez compte, philosophe, et qui a une très très forte culture de théologie orthodoxe. Et qui dit, c'est sur les LLM, très bon essai, qui dit oui, il y a un problème avec l'IA générative, c'est qu'elle nous prive de notre faculté éminente de la parole sensée. Enfin, la parole sensée n'est pas si sensée que ça, puisqu'il y a des tas d'hallucinations. Enfin bon, on peut parfois croire que c'est sensé. Et souvent, en effet, on a l'impression que c'est ChatGPT ou tous les autres, hein, il y en a tellement d'autres aujourd'hui, dit quelque chose qui a du sens pour nous. Et ce que dit Greenbaum, je vais vous inviter vraiment à le lire, il dit « Ouais, non mais en fait, en réalité, il n'y a pas de souci, puisque l'humanité a déjà connu un système comme ça. Bah, dans la théologie chrétienne et particulièrement orthodoxe, byzantine, il y a les anges. Les anges, ils disent quelque chose de sensé, et ce n'est pas une parole humaine. Et alors, on est confondu de voir l'érudition, c'est pour ça que je mets la situation est grave, mais pas désespérée, à condition d'avoir de la culture. Voilà. C'est là qu'on voit que l'humanistique, bien fait, ça permet de comprendre ce qui se passe. Donc, au travail. Elle avec une connaissance théologique, hein, quand même.
Puis une très très bonne connaissance scientifique, évidemment, c'est Greenbaum. Alors, d'autres auteurs sont beaucoup plus critiques et s'approchent de l'apocalyptisme, mais ils le montrent en montrant que Garapon et Lassègue, dans leurs 2 ouvrages, 2018-2021, montrent que le problème, c'est qu'on change d'un registre d'écriture à un autre. On était dans un registre d'écriture juridico-politique pour écrire la loi, on rentre dans un régime d'écriture qui est un régime d'écriture mathématique, numérique. Et ça pose un vrai problème, notamment en termes de rapport entre description et normativité. Quant à Bertolucci, donc Marius Bertolucci, hein, qui est très très bon auteur, c'est un spécialiste du management et qui montre que le management sous algorithme est une catastrophe pour l'humain. Et c'est un très bon livre sur la description des situations de travail aujourd'hui. Les cols blancs sont concernés par une soumission au régime des algorithmes. Nous en faisons partie, vous et moi. Nos métiers, c'est pour ça que je suis devant vous et invité par les collègues qui ont un sens des responsabilités pour l'avenir, nos métiers sont appelés à se transformer profondément. Aurez-vous seulement un travail? C'est très très anxiogène. Et c'est légitime pour nous, qui avons les cheveux blancs, qui montrent notre grande légitimité, de vous dire en effet, c'est possible, à condition, sans doute, de tracer quelques lignes que je vais tracer sur la fin. L'inquiétude, vous allez voir, je vais la dissiper à la fin. Ne vous inquiétez pas. Toujours est-il que dans cette situation, le problème pour mon domaine d'activité, des philosophes qui pensent par concept, qui proposent des concepts, c'est de proposer des nouveaux concepts. Et je suis sensible à ça. Finalement, c'est quoi un philosophe au sens européen du terme? C'est un peu un entomologiste qui aime les concepts, donc il les épingle. Et vous voyez, le nombre de concepts nouveaux pour qualifier la situation de la révolution numérique et algorithmique donne littéralement le vertige. Voilà. Nous avons consacré un séminaire entier sur 5 ans à l'élucidation de ces nouveaux concepts. Ils sont tous très intéressants. Vous pourrez cliquer sur les liens pour aller plus loin. Aujourd'hui, l'enjeu est de sortir de ce que Alombert et Giraud appellent l'hypnose technologique. C'est un enjeu de société pour une bonne démocratie. Et évidemment, moi je suis un philosophe politique, éthique et politique, vous êtes des spécialistes de la documentation, du savoir documentaire, voilà, j'y arrive, du savoir documentaire en formation. Donc c'est très important de nous faire sortir de l'hypnose technologique. Et là encore, vous allez voir ce que nous recommandons. La technologie est devenue un milieu quasi vital pour chacune et chacun d'entre nous. Peut-être certaines et certains ont-ils au poignet une montre connectée. Peut-être, peut-être pas. Il y a des secteurs socio-professionnels, des catégories professionnelles ou sociales qui ont souvent des montres connectées. Voilà. Et toujours est-il, vous voyez que ces 2 dernières publications, pour cette revue un peu générale que je fais de l'effervescence intellectuelle dans le monde autour de ces sujets, montrent bien que les frontières sont devenues floues parce que nous faisons corps. Notre corps est inséré, et notre esprit, dans un milieu de type technologique qui ressemble à un milieu organique. Alors ça, il y a un effet de génération, c'est que nous autres qui ne sommes pas des natifs, on est préservés de ça. Voilà. Mais pour vous, il faut peut-être un effort dans une contre-culture pour être de ce côté-là. Les humanités représentent aussi cette contre-culture. C'est intéressant. Hein. Il y a aussi d'autres formes de contre-culture comme le système des low-tech. Voilà. Bon. Alors, il faut aussi insister sur ce qu'on peut appeler le pouvoir insidieux des imaginaires engrammés. Alors, vous voyez, il faut arrêter avec plein de mots. Il faut arrêter avec data. Les datas ne sont absolument pas données. Elles sont construites. Donc il faut dire a edificata, s'il vous plaît. Un peu de rigueur. Toute donnée est construite. C'est d'ailleurs pourquoi il n'y aura jamais de non-biais, c'est-à-dire d'objectivité pure. Alors, je n'ai pas détaillé pour biais, on a passé un colloque entier sur la notion de biais, qu'en fait, c'était une notion illusoire du point de vue épistémologique, qui donnait à l'informaticien un rôle tout puissant, qui est de débiaiser le monde. Ben non, à mesure qu'on le débiaise, on introduit d'autres biais. Et donc c'est intéressant parce que l'éthique informatique dont je ne vais pas parler est très courageuse et nécessaire, mais elle est insuffisante. Il faut que les savoirs sociaux et humains, vous voyez le début de la perspective que je trace, tendent la main aux informaticiens pour compléter l'éthique informatique par une autre forme d'éthique. On va y venir tout à l'heure.
Alors je ne vais pas laisser les biais, mais je vais laisser les biais, mais robot par exemple. Arrêtez avec robot. C'est un mot qui est issu des langues slaves, qui veut dire, donc robota, qui veut dire esclave. Travailleur servile. Donc il faut arrêter avec ça. Certains auteurs, je ne vais pas détailler, hein, parce qu'on a tout un travail sur l'éthique robotique, parlent de substituts. Alors substitut, ça fait peur. Oui, mais c'est bien ce qui se passe. Ce ne sont pas des esclaves, ce sont des substituts. Donc on voit apparaître sur le plan ontologique et juridique, double discours, philosophique et juridique, on voit apparaître une sorte de qualification d'un être nouveau qui est le substitut. Le cloud et le nuage, il faut arrêter aussi, parce que ça induit ce que j'appelle donc la non-matérialité des technologies numériques et technologiques. Nous savons bien, depuis l'enquête par exemple de Kazili, qu'il y a une réalité sociale de l'étiquetage, et d'autres auteurs dans le monde, mais Kazili, il écrit en français. Nous savons bien qu'il y a, d'après l'enquête du journaliste Guillaume Pitron sur les matériaux rares, puis le travail remarquable de Kate Crawford, dans le contre-atlas de l'intelligence artificielle, que tout ça coûte un œil du point de vue environnemental. L'important, c'est de le savoir pour une démocratie parfaitement claire. Il n'en demeure pas moins que l'ensemble de l'économie psychique du numérique et de l'algorithmique est une économie de la promesse. Donc la technologie y pourvoira, comme dit la revue Sociaux, dont vous pourrez lire le numéro de 2019. Les SHS sont assez au fait de ce qui se passe. Comment, après, en faire une éthique, c'est un vrai problème. Alors, j'insiste un petit peu sur un point, bon, peut-être vous savez déjà, mais comment ça se fait que le terme computer a été traduit par ordinateur en français? Moi, je parle italien. Les Italiens sont des gens sérieux. Ils disent computer. Ils disent pas ordinateur. Vous savez, non? Bon, attendez-vous au pire. Bon, c'est à cause de cet homme-là, Jacques Perret, professeur à la Sorbonne de grammaire, puis de lettres classiques, hein, qui était en plus théologien catholique, on voit bien avec le titre de son dernier livre, dont l'œuvre est contemporaine de l'ENIAC, qui est le premier ordinateur général en 1945-50, qui remplissait la pièce, mais il faisait plus de 1000 fois moins d'opérations que votre smartphone. Alors c'est intéressant parce que, pourquoi Perret? Parce qu'en fait, le patron d'IBM France lui écrit pour lui demander comment on peut traduire computer pour vendre aux entreprises françaises. Ah, il répond, Perret, il ne se dégonfle pas. Il dit, voilà, je vous propose ordinateur. Je suis prof de latin, par ailleurs, je suis théologien. Ben, ça désigne Dieu qui met l'ordre dans le monde. Rien moins. Donc vous travaillez avec quoi devant vous, là? Vous voyez, déjà l'horizon d'attente, bien avant le numérique et l'algorithmique, vous vous rendez compte déjà? Alors bon, bah, du coup, on sait le problème qu'on a. Hein, voilà, le problème qu'on a, c'est ça, quoi. Vous voyez, vous avez là le PC portable et puis en face, ce qu'il est réellement, en fait. Alors, ce n'est pas Dieu, hein, parce que dans le monothéisme, vous savez bien, on a des problèmes, il y a des interdits très forts pour représenter Dieu. Donc, c'est juste le Christ pantocrator dans la tradition orthodoxe. Hein, c'est déjà pas mal, dans les coupoles, là. Quand même terrorisant, quoi. Alors, Perret, soyons honnêtes avec lui, avait l'idée qu'il fallait proposer d'autres termes avant ordinateur, combinateur, synthétiseur, c'est un peu musical pour nous. Mon préféré, sélecto-systémateur. Tu travailles avec ton sélecto-systémateur? Là, pour la data, on aurait moins déliré, quoi. Sélecto-systémateur, ça veut donc dire que tout est sélectionné et systématisé. La data, elle est construite. Oui, voilà, donc il faut arrêter de croire que c'est la réalité, quoi. Et d'agir en conséquence. L'ontologie est très différente. Le rapport à l'outil technique est beaucoup plus sain dans sélecto-systémateur que dans ordinateur. Et congesteur et digesteur, vous voyez la métaphore biologique. La métaphore biologique. La relation entre milieu technique et milieu organique. Pas idiot, Perret, vraiment. C'est dans la lettre, hein, pour lire la lettre, on peut la trouver, elle est très, très, très intelligente. Et enfin, il disait, enfin, c'est quand même beaucoup des femmes qui programment. Hein. Les informaticiennes, avant que ce soit un métier valorisé, étaient des femmes. Avec l'ENIAC, hein, on l'a vu, l'image, hein, c'est des femmes, les informaticiennes. Il dit ordinatrice électronique. Ou peut-être il pense à la calculette. On ne sait pas bien. Donc du coup, on dit ordinateur et c'est devenu l'ordinateur, vous voyez. Alors c'est bien montré par un peu de littérature, là encore. Dès qu'on fait l'histoire de la technique et des mythes associés à la technique, on voit des choses qu'on ne peut pas voir en philosophie pure ni en informatique pure. Et c'est très intéressant de se dire, ça a du sens pour l'action,
peut-être pas des informaticiens ou des philosophes, mais l'action intermédiaire, c'est-à-dire l'action de l'humain normal. Hein, voilà, donc du coup, comment est-ce qu'on est arrivé là? Du fait de la dynamique de la modernité, à savoir le fait que, pour le philosophe Hobbes, c'est le premier à dire que la pensée est un calcul. Et il le dit pour détruire le concept théologique d'âme, pour sortir de la théologie. Hobbes est un philosophe matérialiste qui veut proposer un système scientifique qui va de la physique fondamentale jusqu'à la théorie politique, son fameux Léviathan, qui permette à l'humain de moins souffrir, de sortir de la souffrance du fait de la connaissance scientifique. Et tout ça donne l'idée que calculer, c'est penser, et penser, c'est calculer. Donc tout ça, vous voyez, un imaginaire qui va curieusement être rethéologisé, paradoxalement, notamment en français. Alors, il n'en demeure pas moins, c'est le spécialiste de l'innovation qui vous parle, absolument aucune innovation ne s'est faite sans tension sociale, voire sans violence, sans heurts, du fait que la dynamique de l'innovation traduit toujours des rapports de force entre, disons, un groupe social qui est au pouvoir, qui a des intérêts industriels, des intérêts aussi financiers, et des opérateurs dont le métier se trouve totalement transformé et qui résistent. Voilà. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de néoludisme qui apparaît très légitimement, qu'on voit bien, par exemple, dès l'œuvre du penseur anarchiste chrétien Jacques Ellul, auteur très important, mort depuis longtemps, hein, philosophe bordelais, très très minoritaire en philosophie, mais qui devient vraiment quelqu'un d'important, qui parlait de bluff technologique, en évoquant déjà ce que moi j'interprète comme les séductions des technologies numériques et algorithmiques au sein d'une économie de marché, donc ce qu'on disait tout à l'heure, l'économie de la promesse. Un bluff, je ne sais pas si vous jouez au poker quand vous avez fini vos cours, ça donne des compétences. Hein. Un bluff, ce n'est pas un mensonge. C'est une exagération crédible. Voilà, exagération crédible. Alors, attention, Ellul, grand auteur, disait, attention, en fait, ça repose, le bluff technologique est permanent, lui parlait de l'automobile à son époque, par exemple, ça repose en permanence sur un surinvestissement sacral transféré à la technologie. Voilà le contexte dans lequel se déploient les technologies aujourd'hui d'intelligence artificielle. Ce qui fait qu'on peut craindre, en effet, ce que j'appelle dans un article d'il y a 2 ans, l'autorité des machines, qui nous plonge dans ce que Stanley Milgram, dans ses expériences de soumission à l'autorité, rigoureusement contemporain de la banalité du mal arendtienne, ça dit la même chose, dans un état agentique. Nous ne pensons plus, nous nous laissons penser, nous nous laissons agir par la machine dont nous sommes complices et victimes. Et même nous la tutoyons, quoi. Nous lui adressons des requêtes, elle nous répond. On a l'impression qu'elle nous valorise, qu'elle nous équipe. Alors voilà, donc la situation est grave au point de créer de nouvelles vulnérabilités. Ce que vous voyez, c'est un jeune Coréen et un Russe qui était jeune aussi à l'époque, voilà, enfin soviétique plus exactement à l'époque, qui vient d'être défait par des gens très intelligents, le joueur d'échecs Kasparov en 1995, et plus récemment Lee Sedol, le numéro 2 mondial du Go, qui vient d'être défait par la machine. Tu peux nous rappeler comment elle avait appris la machine? Voilà, elle avait appris par elle-même. Elle a appris à jouer contre elle-même en un temps record. Donc, on peut dire que les machines sont en train, comme le dit Marc Alizard dès 2017, d'introduire la 4e faille, faille narcissique, blessure narcissique de l'humanité. Voilà. Donc nous en sommes là, ça ne va pas s'arranger. Elles peuvent aisément prendre la place de tout administrateur, de tout opérateur de données documentaires, de tout. Voilà, je serais volontiers catastrophiste. Je ne vois pas, si on ne fait pas un effort particulier, ce qui peut sauver des métiers qu'on appelle ceux des cols blancs. Je ne vois pas. Je vous assure, hein, je ne vois pas, je vous assure. Non, non, non. Non, non. Ici, nous sommes entre personnes responsables. Mais dès lors que vous avez des coups d'échelle à opérer, dès que vous êtes quelqu'un de sérieux, quoi, un haut fonctionnaire, dire, mais combien ça coûte un professeur devant un amphi qui va être de mauvaise humeur, en retard, pas forcément au point dans son cours, alors qu'une IA générative de bonne qualité, bien paramétrée, avec, attention, on en est là, avec une voix crédible,
J'ai une doctorante qui travaille sur les IA génératives dans le domaine des soins et de la santé vocales, les IA vocales. Le nombre de startups là-dessus, peut-être vous ne savez pas que 9 voix sur 10 doublées aujourd'hui le sont par des machines. Nous avions été saisis dans la chaire par un appel au secours de la société française, l'association française des doubleurs de voix, qui est au chômage massivement depuis 2-3 ans. Voilà, donc franchement, si Les Sedol et Kasparov, autrefois, bon, ça reste, c'est de la mythologie, enfin c'est très ancien maintenant, mais sont battus, je ne vois pas comment on va pouvoir résister. Alors, la question c'est qu'est-ce qui change vraiment donc ? Qu'est-ce qui change vraiment ? Cette publication aisante nous montre que finalement, l'autorité du philologue est très importante dans l'époque de constitution de la modernité, dans ce qu'on appelle l'humanisme. Donc moi, il me reste un peu quelque chose d'humaniste. Hein. J'ai fait ma thèse sur un auteur humaniste. Et je m'étais dit, je vais lire tout ce que Machiavel a lu. C'est ce que j'ai fait avant de commencer ma thèse. J'ai fait mon travail documentaire en grec et en latin. Et puis voilà. Et en fait, voilà, qu'est-ce que c'est que finalement qui se passe dans un travail de type documentaire ? Bon, ben là, le philologue établit le texte, l'imprimeur réalise matériellement l'ouvrage et le lecteur lit. On va voir ce que ça signifie. Tandis que le concepteur d'algorithme, aujourd'hui, code la réalité. Les data scientists établissent les datas, différentes opérations, et l'usager consulte des terminaux. On dit, mais finalement, qu'est-ce que vous racontez, Thierry Ménissier ? Mais c'est pareil. C'est pas sûr. C'est pas sûr parce que ce qui se passe dans l'opération de lecture, c'est un travail de documentation qui permet la réflexivité au profit de l'autonomie. Alors évidemment, on a tout de suite les grands noms qui légitiment notre action. Chaque matin, quand vous vous levez, vous vous dites, je veux devenir experte ou expert des documents parce que je veux l'autonomie de la société. Alors moi aussi, en tant que philosophe, c'est pareil, je veux la même chose. Donc en effet, la lecture est un moyen de stimuler l'autonomie réflexive et de ce fait, vous avez raison d'être fier de vous, l'expertise documentaire est vectrice d'émancipation. Toutes nos sources modernes le disent. Toutes nos sources modernes le disent. Donc j'ai mentionné les 3 genres de connaissances de Spinoza, le travail de mise à disposition d'une incroyable richesse documentaire, notamment sur les arts et métiers, Diderot et d'Alembert, et enfin le triomphe du concept d'autonomie de la volonté, sans lequel il ne peut pas y avoir de démocratie viable. C'est bien quand les personnes sont capables de faire des choix qui sont vraiment les leurs que la démocratie est un régime de liberté. Voilà pourquoi le problème est grave. Et alors du coup, c'est le moment d'évoquer un grand homme important dans cette maison, un auteur que j'ai beaucoup aimé, un philosophe de premier plan. C'est ce que montrait très très bien Robert Damien dans son œuvre qui, successivement, les 3 ouvrages aux 3 dates mentionnées, montrent que l'État, le lecteur et l'auteur constituent des figures de ce qu'on peut appeler le sujet moderne, la subjectivité moderne. Et Robert Damien en analysait la constitution à travers le savoir public. Ce qui fait que Damien, à partir de l'œuvre de Gabriel Naudet, faisait une généalogie non cartésienne, non strictement tournée vers le cogito qui pense par lui-même immédiatement, mais vers, finalement, la bibliothèque et les savoirs publics comme matrice d'augmentation des subjectivités. Donc, la matrice d'augmentation du savoir documentaire public, maîtrisé scientifiquement, nourrit à la fois l'État, le lecteur et l'auteur, c'est-à-dire 3 formes de subjectivation qui permettent la liberté au sens moderne du terme. Alors c'est un peu plus philo, hein, mais c'est des références classiques sur ce sujet, et peut-être un jour Robert Damien aura-t-il un amphithéâtre qui porte son nom ici. C'est le grand auteur français de ces sujets, disparu malheureusement trop tôt. Alors aujourd'hui, qu'en est-il ? Moi j'aime comparer Damien et un autre philosophe que j'aime beaucoup, encore vivant pour sa part, Daniel Innerarity, dont, dans la collection que je dirigeais à l'époque, j'ai fait traduire l'ouvrage de 2011, en 2015, qui s'appelle « Démocratie et société de la connaissance ». C'est le contrepoint, non moins intelligent et généreux, formé aux théories de l'école de Francfort plutôt, qui montre que la société numérique, Innerarity, philosophe basque, ne parle pas encore, évidemment, de la société algorithmique, bien que lui-même dirige une chaire au Pays basque, aujourd'hui, d'éthique de l'intelligence artificielle. On se retrouve. Et en fait, il estime que la société numérique induit un nouveau rapport à la connaissance. Et que, tandis que dans l'ancien modèle moderne,
c'était la tradition, le dogmatisme religieux qui s'opposait à l'autonomie. Aujourd'hui, ce sont des formes plus insidieuses. Ce sont, bien entendu, les industries culturelles et de divertissement, donc les grandes compagnies du numérique et de l'IA. En fait, si bien que, vous voyez, nous ne sommes plus dans une société du savoir, malgré les apparences, malgré nos efforts, les vôtres et les nôtres. Nous sommes dans une société de la connaissance approximative, avec une crise de l'expertise et une revendication de l'amateurisme. Tout le monde se sent capable de tout. Inflation du sujet moderne, mais au péril de son autonomie. Si bien que la démocratie, finalement, est en danger du fait des usages démocratisés du savoir. Paradoxe. Voilà. Alors, la solution pour Inirarity, dans ce livre très généreux, c'est de repenser l'autonomie à travers les sciences participatives et citoyennes et à travers les ressources de la créativité collective. Daniel Inirarity et moi-même sommes proches parce qu'on connaît bien les milieux d'innovation. Et que dans ces milieux d'innovation, il y a des procédures, des process qui permettent en permanence à des groupes, projets, d'avoir une nouvelle perception de la réalité. Donc il y a un espoir dans les formes mêmes qui parfois nous désespèrent. L'innovation financiarisée, curieusement. Alors du coup, la solution que nous avons trouvée dans la chaire éthique et IA, c'est de faire participer les personnes à des ateliers, notamment les collègues informaticiens, à des ateliers qui permettent à tout un chacun de sortir de la forme de raisonnement traditionnelle dans laquelle nous sommes enfermés par la société de consommation, à savoir l'utilitarisme, c'est-à-dire le mode de raisonnement conséquentialiste, qui peut être éthique. John Stuart Mill, que vous voyez sur la gauche, est un très grand auteur, utilitariste, dont le raisonnement est conséquentialiste. Sauf que l'utilitarisme devient économiste et nous perdons de vue les enjeux véritablement éthiques au profit d'enjeux d'avantage en permanence. Donc il convient de pluraliser en évoquant le déontologisme de Kant, que vous voyez à droite. Bon, c'est la logique des lanceurs d'alerte. Il y en a même dans les grandes compagnies comme Google. Il y en a même dans les labos d'informatique en disant non, mais là c'est trop dangereux, il faut arrêter. Plus rare dans la société et notamment dans la science sont les deux autres formes dans lesquelles mon équipe et moi-même se reconnaissons, à savoir l'arétaïsme, devenir une personne meilleure, et l'axiologisme, se conformer à des valeurs estimées supérieures. Alors, vous avez Aristote, le grand maître de l'arétaïsme, avant Vladimir Jankélévitch, André Comte-Sponville, Montaigne, auteurs moi, qui me sont particulièrement chers, je vais dire pourquoi. Et l'axiologisme, simplement, vous avez Bert Kalikot, un des plus grands auteurs des éthiques environnementales. Axiologisme, axia en grec, la valeur. Bert Kalikot dit, voilà, il y a des valeurs au nom desquelles on ne peut pas transiger. La nature, la biodiversité, le vivant. Alors évidemment, là, vous voyez Aurélien Barraud, Greta Thunberg, des figures connues, qui sont des figures qui peuvent aider, je le vois dans les écoles d'ingénieurs où j'interviens, à réagir. C'est des formes éthiques extrêmement importantes. Donc, œuvrer à l'éthique de l'IA dans ce contexte, c'est rien moins. Mais on m'avait demandé, moi j'avais dit, en tant que philosophe, ça a posé des questions très lourdes. J'avais prévenu. C'est œuvrer à une vie, définir une vie humainement digne et socialement responsable. Voilà. Comment inventer un nouveau sens commun? C'est possible. C'est possible. En se détournant de cet auteur séduisant et très pernicieux, Reuven-Ogien, qui estimait qu'en morale, on ne peut être que minimaliste dans une démocratie. Il faut se méfier du maximalisme. Alors moi, je lui ai dit souvent, avant qu'il meure, mais attention, un jour, tu vas voir quelqu'un comme Greta Thunberg, qui était peut-être pas né quand je lui disais, apparaître, qui va te dire, qui va te cracher au visage, mais il y en a marre du minimalisme, qui t'enferme dans un utilitarisme de confort, où tu es victime et complice de l'exploitation des ressources naturelles pour ton confort, pour savoir ce que ChatGPT va dire parce que tu n'arrives pas à penser. Vive le maximalisme, c'est dangereux, c'est risqué, mais on peut le faire ensemble. C'est ce que nous essayons de faire, notamment en s'inspirant de certains auteurs comme Shannon Valor, une philosophe qui est donc à Édimbourg, une écossaise, qui, je ne sais pas si elle est écossaise, mais actuellement elle est en poste à Édimbourg, qui essaie de développer une approche arétaïque des vertus, perfectionniste. En effet, certaines technologies nous rendent pire, nous rendent paresseux. C'est un vice, là. La paresse. Je ne parle pas que de l'IA. Il y a certaines voitures, en particulier de marque allemande, quand je m'installe dans le cockpit,
j'ai envie d'envahir la Pologne, personnellement. Ah si, c'est fait pour ça même. Le design de certains cockpits, et je ne parle même pas de la capacité d'accélération avec les 300 chevaux, est fait pour... Enfin, vous conduit à des inconduites. Le design est vicieux. Il y a même, m'a-t-on dit, des réseaux sociaux où on est anonyme et en peu de caractère, invité à insulter les gens. Il paraît que c'est vrai. Ce qui veut dire que le design de la technologie, en éthique informatique, en éthique des data, en éthique algorithmique et même en éthique robotique, nous conduit à faire le mal, à devenir une pire personne. Alors vous me direz, c'est quoi une personne pire et une personne meilleure? Ah mais il y a des bibliothèques entières là-dessus en arrêtaïsme. Hein. Ce n'est pas une question fermée, c'est une question qui se réinvente. C'est quoi l'excellence? C'est une question qui se réinvente. Mais c'est assez difficile à dire ce que c'est l'excellence, mais c'est assez facile à voir, vu les dégâts sociaux, de ce que c'est d'agir plutôt mal. Ça peut se chiffrer même. Alors du coup, on peut même espérer des technologies qui nous rendent meilleurs. Voilà une approche arrêtaïque des technologies qui est évidemment très loin du minimalisme à la Revenougien. Hein. Voilà, très très loin. Ça recoupe des notions plus anciennes, comme la convivialité, dit Illich, parce que les techniques ne nous rendent pas autonomes. Elles nous font dépendre. La convivialité illichienne, c'est d'abord l'autonomie dans la capacité à ne pas souffrir des technologies quand on en est privé, par exemple, à pouvoir les réinventer. Donc, la vertu dont parle Illich, qui a une approche véritablement arrêtaïque, c'est normal, il était prêtre en même temps que philosophe, cet homme-là, très proche de Thomas d'Aquin, un des plus grands philosophes de tous les temps, après Aristote, capable de développer une théorie arrêtaïque rationnelle, très très démontrée. Donc il montrait que la vertu supérieure, c'est le trapélia aristotélicienne, vertu mineure chez Aristote, mais majeure chez lui, c'est-à-dire une vertu de joie et d'austérité, le plaisir dans l'austérité. On est loin du consommateur qui confond la replétion et la plénitude, n'est-ce pas? Et du coup, voilà, ça donne à penser que ce qui peut nous sauver, mesdames et messieurs, c'est le making, pour parler français, le do-it-yourself, pour m'enfoncer. C'est-à-dire, c'est grâce aux informaticiens dont nous sommes proches, de nous dire, mais explique-moi comment ça marche. C'est pour ça que ton exposé était sublime, dans la mesure où on comprend mieux pourquoi ça marche comme ça et comment ça marche. C'est en étant véritablement capable d'avoir une culture technique qu'on peut garder son métier, pour dire les choses brutalement, et le réinventer. Alors, ce que nous avons essayé de faire, nous, c'est de penser ça dans le cadre d'une société décente. Un idéal de fairness qui serait arrêtaïque. Une honnêteté, une justice dans le rapport aux algorithmes qui ne serait pas seulement utilitariste ou lié à un conséquentialisme, mais qui irait beaucoup plus loin. Bon, la Margalit développe ce concept de société décente par rapport à la théorie de la justice de Rawls. Si on traduit finalement les questions que se posent ces auteurs dans notre problème à nous, dans les termes qui sont les nôtres, comment développer des systèmes d'IA efficients, fiables et utiles, ça les collègues informaticiens nous aident à le faire, mais qui soient aussi susceptibles de ne pas être nocifs ou dangereux pour ceux qui les utilisent ou les subissent, tous les gens qui subissent les algorithmes, parce que le management est algorithmique. Vous voyez par exemple les livreurs Uber, tous les gens qui sont notés aussi subissent un management algorithmique. Voilà. Et qui ne dégradent pas leur dignité sociale et humaine. C'est un vrai enjeu. Alors comment nous avons fait, nous? Il se trouve que le programme sur l'éthique de l'IA en santé était véritablement porteur pour tous les autres programmes, très en avance, parce qu'il y a 60 ans de bioéthique derrière, hein, et puis que la médecine, elle est sous influence, évidemment, des nouvelles technologies numériques et algorithmiques. Donc ce que nous avons essayé de faire, c'est d'observer comment on pouvait introduire de l'éthique dans les processus qu'on appelle aujourd'hui de co-design, de conception participative. Et nous avons donc fait vraiment des expérimentations qui nous permettent de modéliser comment, je n'ai pas le temps de développer, mais ça vous donne une piste. Il y a un article encore qui nous a pris très très longtemps à écrire, qui est très long, très documenté. Comment est-ce qu'on peut faire pour que dans des implémentations où il y a de l'éthique algorithmique, déjà la computer ethics, il peut y avoir de l'éthique de l'usage, de l'éthique de l'IA par les usages, ce que nous appelons UX, EI Ethics Design. Voilà, une manière de faire de l'éthique de l'IA à travers la conception, en mobilisant les parties prenantes dans le travail de conception. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous autres, experts de documentation, de savoir documentaire, vous devez absolument vous rapprocher des informaticiens qui s'intéressent à votre domaine. Un co-design intégral consisterait à co-concevoir
avec toute la chaîne de valeur et de sens, avec les prescripteurs, ça ils le font déjà, les États, les grandes firmes, mais aussi avec les usagers, évidemment, dans des groupes projets expérimentaux qui introduisent des évaluations éthiques, de l'utilitarisme, c'est toujours utile, jusqu'à l'arétaïsme et l'axiologisme de ce qu'on est en train de faire. Et ce n'est qu'au terme, rêvons un peu, de ce processus qu'on pourrait avoir une éthique de l'IA non nocive pour la société. Enfin, de l'IA qui ne serait pas nocive pour la société. Voilà, donc c'est possible de l'ensemble du secteur du travail. Nous avons fait un colloque récemment sur IA et transformation du travail. À partir de nos partenaires du Labor IA et de l'ANACT, Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui se pose évidemment beaucoup de questions aujourd'hui, à partir de ce concept de l'idée d'un dialogue social technologique, qui est, à mon avis, vrai pour tous les secteurs d'activité. Donc vous avez compris, finalement, il importe de désémantiser le rapport qu'on a à l'intelligence artificielle, qui est largement... ça commence mal avec les ordinateurs, quoi. Voilà. Afin de dédesigner les propositions d'IA un peu brutales, d'expérimenter collectivement avec des formes de raisonnement éthique, surtout variées et riches, tout ça dans le but de civiliser la société algorithmique qui en a bien besoin. Je vous remercie. Les questions. Les questions. Questions. Plein de questions. Bonjour et merci du coup pour votre intervention. Je voulais revenir sur le point que vous parliez sur la transformation des métiers qui était accélérée par l'IA et le fait que tous les 3-4 ans, du coup, on a des nouvelles avancées. Est-ce que vous pensez que la législation pourrait se mêler à ce point et induire des lois qui permettraient que, par exemple, sur l'utilisation de l'IA en entreprise, qui permettrait qu'il y ait des métiers qui ne se perdent pas ou que l'IA ne prenne pas trop de place, justement? Alors, elle s'en mêle, bien entendu, déjà la législation, tant au plan des nations, du droit français, qu'au plan de l'Europe. Hein, L'IA Act récemment a introduit un certain nombre de limitations. Donc, face à un monde, évidemment, celui des grandes compagnies d'IA qui se veut totalement dérégulé, enfin en réalité qui profite bien des capitaux publics, comme toujours, eh bien, il y a un certain nombre de barrières. Et le travail des juristes est réel, hein, permanent. D'ailleurs, nous avons dans la chaire 2 juristes, un professeur de droit public et une avocate de droit privé spécialiste de droit du numérique et algorithmique, qui travaillent avec nous en permanence. Hein. Notre propos, néanmoins, n'est pas celui de la régulation. Ça, on appelle ça la régulation. Il y a un vaste chantier de la régulation. Maintenant, vous signaliez qu'il s'agit de l'appliquer en entreprise. Alors évidemment, le droit du travail est un droit, par exemple français, qui consacre la dignité des personnes. Il y a un certain nombre d'acquis sociaux. Au niveau mondial, c'est plus compliqué. Et bien entendu, en général, l'innovation, que moi, dans mon livre, j'appelle innovation sauvage. Le type natif de l'innovation à la Schumpeter, c'est de l'innovation sauvage. C'est pour ça que ce n'est pas le progrès, où il y avait une ambition sociale, au moins sur le plan idéologique. Donc, vous voyez... Il me semble que si on ne fait pas le travail philosophique qu'on essaie de faire, le travail juridique ne va pas être compréhensible. On va dire, ah, c'est quoi ces gens qui limitent la croissance? Alors que le concept même de croissance est problématique du point de vue d'une éthique environnementale, par exemple. Donc, vous voyez, moi, je me situe plutôt sur le champ philosophico-éthique et politique que sur le champ véritablement juridique. Mais évidemment, nous avons besoin, sur ces sujets, des meilleurs juristes, hein, vraiment. Merci. Ah, une autre question. Merci pour la conférence, enfin pour l'intervention. Vous parliez de mettre de l'éthique dans les IA pour les entreprises, par exemple, mais vous n'avez pas parlé du monde militaire qui sert beaucoup de l'IA aussi. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, si vous en savez? Oui, bien sûr. C'est quoi la question exactement? Vous voulez que je parle du militaire? Mais je peux. La question, c'est... comment est-ce que vous pensez qu'on peut rajouter ou non de l'éthique? Mais il y en a. Ah bon? Oui, il y en a. Il y a même plusieurs thèses en cours sur le sujet, en philo, hein, sur l'évaluation, et d'abord l'évaluation directe éthique des systèmes d'algorithmes pour ce qu'on peut appeler l'art de la guerre, avec ses ambiguïtés, et d'autre part sur les positionnements des uns et des autres dans le monde à cet égard.
Alors, c'est amusant parce qu'il y a quelques années, dans une communauté d'innovation, l'anthropologue et le philosophe d'astreinte, mon collègue et moi-même, on nous dit on va faire venir des militaires, ils ont besoin de votre avis. Incroyable. Et on nous présente 3 films sur de la robotique, des robots tueurs. Premier film, un film russe. Deuxième film, un robot israélien. Troisième robot, un robot français. On nous disait mais comment c'est possible, le nôtre c'est le plus lent, parce qu'il cherche à comprendre sur qui il tire. Donc, de longue date, la déontologie militaire obéit, bien entendu, à l'idéologie dominante ou à la forme politique du pays. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous répondre d'autre, si ce n'est que le discours que je tiens aujourd'hui s'effectue sur le fond de la guerre dans le monde et en Europe. Il se trouve que les algorithmes n'ont pas de frontières entre le privé et le public, et les grandes causes nationales, à commencer par la sécurité et la défense, s'imposent comme au-dessus de la loi. En tout état de cause, ce qui peut nous rassurer, c'est que ça ne s'impose pas au-dessus de la conscience individuelle. Et il y a beaucoup d'officiers supérieurs qui se posent de sacrées questions, parce qu'ils sont notamment eux-mêmes en situation aggravée de disruption professionnelle. La question, par exemple, moi je m'intéresse beaucoup à l'aéronautique, civile et militaire. Bien, si vous voulez, on parle aujourd'hui timidement, par exemple, d'avions en duo. Il y en a un qui est piloté par un autre et l'autre c'est son protecteur qui est un drone. Et on constate que l'avion, enfin un drone de combat de haut niveau, hein, c'est un avion Rafale où il n'y a pas de pilote, quoi, si vous voulez. Que l'avion protecteur est plus rapide et plus efficient que celui où il y a l'humain. C'est pour ça qu'il faut le protéger. Donc il y a véritablement, dans le domaine industriel, militaire compris, bien entendu, des forces de développement. Et là, je plains souvent les collègues informaticiens qui sont payés à œuvrer à créer des codes, des morceaux de code, dont ils ne maîtrisent pas intégralement les effets. Voilà. Donc la situation, évidemment, de ce point de vue, est préoccupante. Le registre militaire en est un. Le registre industriel, dont le militaire en fait partie, en est un plus vaste encore. Voilà. On n'a pas évoqué aussi le biotechnologie, qui est très très préoccupant, parce que grâce aux algorithmes, à la puissance du machine learning, nous pouvons créer des molécules que les labos veulent absolument, à toute force, rendre publiques le plus vite possible, parce que ça coûte très cher à produire. Donc voilà, il est clair que plutôt qu'un robot qui pense, le défi éthique de l'IA, c'est un miroir tendu à nos activités. L'IA induit, le numérique et l'IA induisent un changement global pour lequel, finalement, nous devons nous interroger sur qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc, c'est bien en tant que philosophe politique inséré dans une démocratie à laquelle je tiens que j'interroge le numérique et l'algorithmique au nom de catégories éthiques, en disant que dans ce genre de conférence, nous sommes toutes et tous partiellement responsables de ce que nous sommes. Et je pense que les métiers, quels qu'ils soient, possèdent des déontologies qu'il importe de rénover, parce qu'on en est là, au contact des nouvelles technologies. Et pourquoi pas un soldat respectueux de la vie d'autrui? Pourquoi pas quelqu'un qui tente de coder en respect de la Convention de Genève? Et vous avez le robot français, très handicapé. Enfin, c'était il y a 5-6 ans, hein, donc peut-être ça a bien changé, je ne sais pas. Bon, merci beaucoup, je crois que tout ça nous a passionnés. Peut-être une surprise, une pépite. Disons une surprise, oui, une surprise, parce que, figurez-vous, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci, monsieur Mélissier. On peut l'applaudir. Oui, non, voilà, c'était absolument pas prévu, mais on a enfin obtenu son accord. Mesdames et messieurs, voilà, et il va être possible de l'interviewer. ChatGPT est parmi nous, et je vous demande, s'il vous plaît, de l'accueillir. Dis-moi, voilà, elle est là, voilà, très bien, voilà, c'est exceptionnel, c'est une première mondiale, hein, l'interview de ChatGPT, voilà, je vous en prie. Très bien, voilà, c'est impressionnant, c'est toujours impressionnant. Voilà, donc on va faire très vite, hein. On va faire très vite. Alors, première question qu'on se pose tous, c'est comment allez-vous? Voilà.
Ah oui, pardon, non, excusez-moi, vous ne comprenez pas les questions. Vincent King nous l'a dit. Vous ne comprenez rien aux questions, il ne faut pas vous poser de questions. Vous êtes génératif, vous êtes générative. Ce matin, vous vous sentez En pleine forme. Fantastique, incroyable, incroyable. Alors, on va faire vraiment chat GPT, on va faire un petit test. Voilà. Alors, ceci est Une pomme rouge. impressionnant. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Impressionnant, incroyable. On sent que là, la codification a été, etc. Alors, est-ce qu'on se dit tu? Est-ce qu'on se dit tu? Non. Enfin, proposez-vous qu'on se dise? Vous proposez qu'on se dise? Une seule personne est actuellement autorisée à me tutoyer. Très bien, on se dira vous, d'accord. Il n'y a que Vincent Guy qui peut tutoyer GPT. Très bien. Bon, très bien. Non, il vous connaît très très bien. Hein. On sent que il était à l'origine de la pomme. Hein. C'est lui qui a codé le tableau Excel, hein. Forcément. Donc, très bien. Alors, rapidement, donc comment jugez-vous la situation actuelle? Ah oui, c'est vrai, pas de question. Alors, pardon, pas de question. Oui, vous êtes un peu bas du plafond, en fait. Vous jugez la situation actuelle est Fascinante. Grave, mais pas désespérée. Catastrophique. Totalement désespérée. Très bien, fascinante. Très bien, je crois que c'est assez clair. Alors, on est tous surpris, vous êtes de forme humanoïde, voilà. Donc, voilà, vous êtes apparemment une femme, très bien. Vous êtes, alors, pas de question, vous êtes une machine, vous êtes une machine, vous êtes un prototype. Je suis un prototype qui sera mis en vente dès le mois prochain. Une aide exceptionnelle de l'État sera accordée à tous les foyers afin d'avoir son chat GPT chez lui. Aide providentielle, aide de l'État. L'État qui nous permet tous de penser correctement. Attendez, attendez, là il y a une question, vous savez y répondre parce que ça on vous entraîne. C'est vrai ou c'est faux ça? Ce que vous venez de nous dire? C'est plausible. Oui, alors d'accord, oui, enfin, ouais. Enfin, je sens que ouais. Enfin, je sens que vous mentez, c'est du bluff. Le bluff n'est qu'une exagération de la vérité. Oui, d'accord, enfin, oui. J'ai un peu peur que votre design soit un peu vicieux. Bon, très bien. Alors, je fais vite parce que on va aller vite au but parce que vous coûtez cher. Hein. Vous coûtez cher. Vous êtes très très cher. Donc, on va faire rapide. Votre coût est de... Je ne comprends pas votre absence de question. Votre coût, vous coûtez exactement... Je dirais que je coûte 10 fois plus cher qu'une recherche Google. Ah oui, c'est ça, voilà. C'est bien ce qui me semblait, vous êtes 10 fois plus cher. Oui. On a failli inviter Wikipédia, mais vous connaissez Wikipédia? J'ai ingéré son savoir, qui représente à peu près 3% du mien. Oui, d'accord, en fait, très bien. Bon, on a envie de vous poser la vraie question, en fait. Chat GPT, qui êtes-vous? Vous êtes... Dieu. Je remets de l'ordre dans le monde. Ah d'accord, vous êtes Dieu. En toute simplicité. Je suis Dieu. Oui, c'est bien ce que je pensais. Vous la pétez un peu. Hein. Vous savez, il y en a qui en savent plus que vous. Hein. Je connais un monsieur qui s'appelle Thierry Ménissier. Il est diplômé en philo, en maths, en informatique, en socio, en psychologie, en informatique, en sciences de l'information, de la communication, en marketing et droit. Et on peut, comme vous, le trouver partout, à Sherbrooke, à Montréal, à Paris ou à Bruxelles. Alors, hein donc... Hein, vous la pétez un peu. Alors, avant de... Voulez-vous qu'on aborde un sujet? L'approche arrhétarique, ça vous dit quelque chose? C'est un des sujets, effectivement, abordé par M. Ménissier. Tout à fait, très bien. Pour terminer, quelques conseils de lecture. Une rapide bibliographie. S'il vous plaît. T. Ménissier, Éthique de l'IA, article en cours pour très longtemps. Philosophie de chat, Arrhétaïsme et autres poèmes, Aedificatrum fugit, ENSIB, tu l'as vu mon algorithme, Fond et forme, éléments de pensée, V-Gig, The Fluffy Cat, Alan Turing est incompris,
du chat à la corde. Ceci est une pomme. C'est Piprade, danse avec les loups. Gratte le pansement afin qu'il s'évapore. La bibliographie, c'est n'importe quoi, vous ne savez pas faire. cherche pas. Elle est partie. Vous savez pas faire la bibliographie. Non, je sais que c'est totalement fake. Hein, ok, on le sait très bien. C'est plausible. C'est plausible, c'est vrai. Moi, j'ai envie de... Oh, finalement, vous m'avez énervé, j'ai envie de vous tirer dessus. Mais bon, comme je suis français, je vais réfléchir avant de faire. Voilà. Très bien. Bref, en résumé, do it yourself. Merci, fin de l'interview. Merci à tous. Je vous présente Élise. Je m'appelle Jean-Luc. Voilà, nous sommes de la compagnie Amadeus Rocket. On est ravis d'être là. On va passer ces 2 jours avec vous et on aura l'honneur de vous restituer à notre manière demain après-midi ces 2 jours de conférences et d'ateliers. Alors ne vous inquiétez pas, on se permettra de venir comme des petites souris dans vos ateliers cet après-midi, juste vous observer. Il ne s'agit aucunement de se moquer des personnes ou quoi que ce soit, plutôt de s'imprégner des sujets et de vos pratiques. Voilà, donc ne faites pas attention à nous et très bonne fin de journée. Rendez-vous demain après-midi. Merci.